Patricia. Buenas tardes, boa tarde a todas y todos. Je vais tenter de vous présenter plus ou moins rapidement le contexte du Covid en France et puis plus largement en Europe. Ça sera en deux parties principalement. Une première partie plutôt factuelle pour présenter les chiffres, les données qu'on a eues en termes de mesures gouvernementales et politiques, puis une deuxième qui donne des projections sur des débats qui émergent de cette crise. Elles ont été déjà, effectivement, cette crise est mondiale. Je suis d'accord avec Raymond, il faut voir ce problème à une échelle mondiale plus que nationale, un peu comme l'environnement, où en gros ce serait idiot de se focaliser sur des frontières parce que ça concerne tout le monde. Néanmoins, justement, ça a fait ressortir certaines choses. Il y a des questions qui se posent sur les territoires nationaux en termes de politique publique, en termes de vision de modèle économique. Et au niveau de l'Europe, ça a posé certaines questions. Attends, je te coupe juste, Pascal, parce que je pense qu'on a un problème de sous-titres. Juste si Anna, Cécilia, c'est bon pour toi pour les sous-titres? Parce qu'ils apparaissent. Non, je ne suis pas autorisée. J'essaye. Oui. Je pensais que j'étais. Olivier, si tu peux l'autoriser, oui. ça peut être parfait. Voilà. J'ai pas entendu quoi? Si tu peux autoriser Anna Cécilia pour les sous-titres. Bah, c'est ce que j'ai fait, non? Ok. Mais je refais. Pardon. Non, c'est bon. Vas-y, Pascal, on va voir. 1, 2, 1, 2, c'est un test. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon, parfait. Génial. Donc, tu peux recommencer ton introduction, désolé. Recommence tout? Je recommence ou pas? Ok, d'accord. Bonsoir à tous, bonsoir la France, boa tarde Brasil, buenas tardes América Latina. Je me présente, je suis Pascal, bénévole au CC des Terres Solidaires dans la région sud. J'habite une bien belle ville qui s'appelle Digne-les-Bains et je remercie tout le monde. J'ai grand plaisir de participer à cet atelier du Forum social mondial des économies transformatrices et d'avoir la possibilité de pouvoir participer à cette conversation commune sur l'alimentation et sur comment ce contexte d'alimentation intervient aussi après une pandémie mondiale qui, ma foi, est totalement particulière et qui nous place dans une réflexion fondamentalement profonde. Donc, je vais tenter de vous expliquer ça rapidement en deux points. Un premier point plutôt factuel pour vous donner en gros des données chiffrées et puis des indications très dans la formation pour informer en gros sur comment ça s'est déroulé, bon, principalement en France et puis en extrapolant un petit peu plus sur l'Europe, l'Union européenne exactement. Et puis ensuite, un deuxième temps où je vais vous donner quelques pistes de réflexion sur les débats que ça pose en gros en France, en Europe, sur le modèle économique, sur la vision de la protection sociale, sur les questions d'égalité femmes-hommes, sur les questions de l'environnement, sur tout ce qui justement en gros était en débat et ce qui est aussi au sein des bénévoles du CC des Terres Solidaires, anime un peu les questions de transformation sociale parce que le contexte, clairement, pose énormément de questions, qu'elles soient très positives, en donnant de l'espérance, en disant il y a des choses qui fonctionnent, ou alors à l'inverse, qui soient très négatives, en disant il y a des terrains où on a peut-être déjà perdu et comment faire pour réussir à les dépasser. Voilà. Donc, comment se passe ce contexte? Je vais commencer en fait en gros à vous donner la situation chiffrée en Europe là, au mois de juin, là, au 19 juin 2020. Où est-ce qu'on en est en Europe sur les questions de nombre de malades et de nombre de morts? En gros, on a 1 500 000 cas confirmés en Europe, en gros, avec 172 000 décès, plutôt presque 173 000 décès sur toute l'Europe. Si on regarde les 5 pays les plus touchés, en Espagne, 245 000 cas confirmés pour 27 000 décès, avec 150 000 cas de guérison. En Italie, 238 000 morts,
230 000 cas confirmés pour 34 000 cas de décès. Au Royaume-Uni, 300 000 cas confirmés pour 42 000 décès. En Allemagne, 190 pour 8 000 décès, presque 9 000. Et en France, 195 000 cas pour pratiquement 30 000 décès. C'est un cas c'est pour donner des chiffres larges, pour montrer aussi qu'il y a des disparités fortes entre la gestion des crises dans chaque pays et que des pays ont été plus affectés d'autres en termes de décès et en termes de cas. Comment le coronavirus arrive, dans quel contexte? En 2019, en France, on est dans un contexte social assez animé, on va dire. Certains le verront comme difficile, d'autres le verront comme compliqué. On a une crise des gilets jaunes, donc voilà, des Français et des Françaises qui sortent sur les ronds-points pour se plaindre d'aménagement de leur vie sociale, pas assez de salaire, pas assez d'aménagement pour les familles monoparentales, beaucoup de questions autour de la question du travail et puis une non-reconnaissance du gouvernement et des différents gouvernements qui se sont enchaînés depuis quelques années. Donc, ça a animé beaucoup le territoire français avec des gens qui rejoignaient un peu les Gilets jaunes et puis d'autres qui les accusaient en gros de mettre un petit peu le foutoir sur le territoire français, et notamment à l'aune de toutes les questions de casseurs où il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre et puis ces Gilets jaunes. On est aussi dans un contexte de grève plus généralement, notamment des hôpitaux, avec un personnel soignant en fait, qui se plaint d'un manque de moyens en France et qui dès le mois de juin en fait, s'est mis en grève. Et puis sur la fin d'année 2019, d'autres mouvements de grève dans les transports, des mouvements de grève dans de nombreux corps de métier autour de la question des retraites, qui a animé beaucoup de Français, et une crise sociale qui n'a jamais été vue à un tel numéro depuis 1996. Et donc, la crise du coronavirus, elle arrive dans ce contexte-là en France, sur le premier trimestre de l'année, où, en gros, le 17 mars 2020, notre gouvernement nous prévient de la mise en place d'une mesure de confinement national qui donc va restreindre les déplacements par des mesures fortes, la fermeture des établissements scolaires, la fermeture des bars, des restaurants, des salles de spectacle, des cinémas, des équipements sportifs, pour faire en sorte, en gros, de prévenir comment on dit tout ça déjà, la progression de la pandémie sur le territoire et éviter, dans ce sens-là, d'aller, en gros, collapser, d'aller surcharger les services médicaux pour faire en sorte que les personnes qui sont malades puissent être soignées correctement et éviter, en gros, que le nombre de morts augmente. Donc, tout ça a donné lieu à plein de choses. Des régions françaises qui ne sont pas affectées de la même manière. Un foyer très, très fort dans l'Est français qui a donné lieu à la mise en place d'un hôpital de fortune géré par l'armée. À l'aune de tout ça, la déclaration d'un état général renforcé un état général sanitaire, un peu comme un état de guerre déclaré par notre président. Et en gros, là-dedans, on a toute une pléiade de mesures qui allaient sur la fermeture des frontières au sein de l'Union européenne, de promouvoir le télétravail le plus possible. Donc, ceux qui pouvaient travailler de chez eux devaient le faire. Et seulement les personnes qui avaient des obligations d'aller sur leur lieu de travail étaient en droit de se déplacer. Et puis ensuite, après, quand même, quelque chose qui marque une différence forte, notamment avec nos amis latino-américains, c'est un modèle social quand même très fort en France qui a permis un déblocage important de fonds pour assurer du chômage partiel pour un très grand nombre de travailleurs et de travailleuses en France et leur permettre de recevoir quand même une paye à la fin du mois malgré le fait d'avoir arrêté leur activité. Et avec ça, elle est aussi de nombreux déblocages de fonds sur les entreprises qui ont reçu des aides et essayer de faire en sorte de limiter un peu la casse de l'arrêt du travail. Alors, ça n'exclut pas le fait qu'en France, même si c'est moins présent que dans d'autres régions du monde, et notamment en Amérique latine,
Les travailleurs, les gens qui sont dans le travail informel ont été effectivement totalement mis de côté parce qu'il n'y avait aucune mesure les concernant. Et puis, il y a certains secteurs, certains métiers, notamment les métiers du spectacle, qui ont été très, très affectés par cette crise, car il y a eu moins, voilà, il faut vraiment prendre ça, moins de mesures qui ont été prises pour ce secteur-là. Donc, c'est à noter. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça a fait ressortir des choses assez fortes dans la société française, et notamment la place des femmes, la place très importante des femmes dans cette crise, qui occupent de nombreux postes, que ce soit dans les postes médicaux, à l'hôpital ou même en maison de santé, en maison de retraite, des postes très importants dans les centres commerciaux, des postes de caissière, par exemple. Et donc, en gros, d'exacerber aussi quelque part quels sont les métiers qui font tourner notre pays et de qui on a eu besoin. Cette crise du confinement a eu la bonne idée, en gros, de mettre en avant des métiers et des fonctions qui étaient non considérés ou peu considérés sur notre territoire depuis très longtemps. Et ça a donné lieu à beaucoup de déclarations d'hommes politiques qui venaient reconnaître tout ça. J'en parlerai à la fin. Une des questions maintenant, c'est comment ça va être, au-delà du discours, comment concrètement ces personnes-là vont être remerciées, accompagnées dans leur métier, renforcées dans leurs fonctions. C'est vraiment des questions qui sont en suspens. Ce que cette crise elle a fait remonter en France aussi notamment, c'est un manque de moyens. C'est ressorti beaucoup au sein de notre population autour des questions de masques, de respirateurs. La France n'était pas prête. Il y a eu beaucoup de problèmes qui sont sortis sur ça dans les médias. Une opposition qui a beaucoup critiqué l'État de ça. Effectivement, l'État, le gouvernement en tout cas, ça remonte. C'est pas les seuls fautifs. C'est une question de timing. Ce n'est pas ce gouvernement, c'est un enchaînement de gouvernements avec des pratiques libérales qui, au fur et à mesure, ont un petit peu rogné sur le modèle social français, notamment dans la santé. Et on s'est retrouvé en fait à une accélération du virus parce qu'il manquait aussi beaucoup de matériel. En parallèle de ça, ces manques, ça a provoqué de la solidarité. Ça a provoqué beaucoup de solidarité, notamment au niveau très local, des gens qui se sont réunis pour essayer de faire en sorte de faire marcher la distribution de nourriture, notamment dans des contextes très locaux et autour de l'agriculture familiale et paysanne. Des gens qui se sont réunis pour fabriquer du matériel, des masques, voire des visières et certaines fois du matériel aussi pour les hôpitaux. Et ça fait ressortir un peu cette question de la solidarité assez fortement. Et en gros, on se retrouve à la fin là, de ce contexte. Donc, on a été déconfiné à partir du 11 mai en France. Et donc, au fur et à mesure, pour réussir à quelque part, même si c'était non avoué, à ce que le pays économiquement puisse repartir. Parce que si le chômage partiel existe, le chômage partiel coûte, en fait, ça a un coût en fait, pour l'État, donc pour l'ensemble des Français. Et donc, il faut se poser cette question. Ensuite, plus largement, si on reprend une focale un peu sur l'Europe, ça a fait ressortir certaines choses. C'est un manque cruel de coordination au sein de l'Union européenne, où en gros, on a une gestion nationale de cette crise. Il y a eu très peu de solidarité entre les pays à se faire passer du matériel notamment, ou si ça a été fait à la marge. Et l'Union européenne, en tant qu'institution, a pris beaucoup de temps avant de s'exprimer sur la situation, et notamment sur la partie économique, qui est en gros son plus gros, sa plus grosse délégation en fait, au niveau de l'Europe, notamment autour de la monnaie. Et ça a posé beaucoup de questions. Déjà qu'on avait une Union européenne qui était mal considérée au sein des espaces États, des espaces nations. Ça a fait ressortir quand même pas mal de choses. Et l'Union européenne a tardé à communiquer par rapport aux États. Si je passe maintenant à la deuxième partie, qu'est-ce que cette pandémie, en gros, elle nous pose comme question? On nous parle beaucoup du monde d'après. Le monde d'après, qu'est-ce qui va se passer après cette pandémie? Comment on va faire pour s'en sortir? On va réussir, ça ne sera plus jamais comme avant. Bon, il y a des gros débats sur ça quand même, malgré tout. Si on le regarde notamment du côté de la France, précisément,
on a quand même un poids des lobbies qui, malgré tout, est très, très, très fort, très important dans le secteur aérien, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur médical, du médicament. On a des entreprises qui sont largement aidées par l'État et qui prévoient encore des suppressions de postes et autres. Je remets un contexte, hein. Évidemment, on est en France, en Europe, on a un modèle social très, très fort et des gens qui se trouvent dans une situation beaucoup moins catastrophique que ce qu'on a démontré juste avant. Mais si on le prend en fait dans ce contexte-là, si on le regarde dans ce contexte-là, on a malgré tout des personnes qui sont pauvres en France et en Europe et qui voient les situations s'exacerber. Les pauvres vont être de plus en plus pauvres et dans une situation de plus en plus compliquée, clairement, avec des grosses craintes pour l'instant autour de qui va payer cette crise, parce qu'effectivement, c'est l'État qui paye, mais qui, en gros, fiscalement, en termes d'impôts, est-ce que tout le monde va payer de la même manière ou est-ce qu'on va faire des différences sur qui imposera ça? Est-ce que ça va être réfléchi au niveau de l'Europe ou juste au niveau de chaque pays? Voilà, c'est des questions qui se posent, qui sont pour l'instant pas vraiment répondues. Et ensuite, on a quand même un contexte encore de situation sociale assez compliquée en France où on a eu justement le personnel soignant qui a été adulé, applaudi tous les soirs à leur fenêtre par les Français, qui donc est ressorti, je vous le disais au début, ils ont été en grève depuis le juin 2019 en gros, pratiquement en continu pendant une longue période. Et donc, ils sont partis dans la rue pour dire voilà, qu'ils avaient besoin de moyens. Ça a amené, encore une fois, certains problèmes d'affrontement avec les forces de l'ordre. Alors, pas sur l'ensemble des manifestants et pas toutes les forces de l'ordre, mais malgré tout, on ressort encore avec une image où on voit un État qui vient essayer de gérer en fait, cette situation de manière un petit peu frontale. Ça pose des questions quant au discours qu'il y a eu autour des soignants en disant qu'on allait essayer vraiment de les aider. On les remerciait beaucoup. Ils ont été en première ligne sur ça et ça a été un peu compliqué. Et derrière ça, tous les métiers en fait, qui ont réussi, qui ont été là, qui ont participé pendant la crise. Alors, je vous parlais des caissières. Évidemment, tous les producteurs locaux, tous les gens qui ont développé des filières en circuit court qui n'existaient pas, qui ont été là pour être présents pour la population, pour les nourrir, en fait, des fonctions qui nous paraissent, nous, en tant qu'Européens, totalement anodines alors qu'elles sont essentielles. Est-ce que pour l'instant, on a entendu des gouvernements et des politiciens aller vers dire on va soutenir les ruptures paysannes? À ma connaissance, non. Si on a d'autres qui ont des choses à apporter sur ça de notre côté, je vous invite à le dire. Moi, je n'en ai pas entendu et ça pose des questions sur plein de choses. Après, pour finir, et de manière très dans le contexte, hier en France, on a eu des élections municipales. C'est les élections qui provoquent le plus de participation en France en termes démocratiques. Mais pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 36% d'abstention en 2014, on a atteint 58,4% cette année. Évidemment, ça a été porté par la peur des gens d'être contaminés et donc de ne pas se déplacer en fait, pour aller voter. La deuxième chose à retenir de cette élection, c'est une percée forte et très symboliquement forte des écologistes sur de nombreuses grandes villes françaises où on a des bastions très très forts. Alors dans notre région, typiquement à Marseille, qui était tenue par une dynastie de droite depuis très longtemps, qui passe à gauche, tenue par une écologiste sous en gros un mouvement citoyen. Ça donne de l'espoir, concrètement pour la suite. Par contre, voilà, on va se confronter vraiment à une opposition très forte. Le libéralisme devient de plus en plus libéral, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et moi, je suis très curieux de voir le contexte se dérouler dans les 2 prochaines années. Qu'est-ce qui va se passer au-delà de cette pandémie? Ça pose des vraies questions sur comment on veut fonctionner dans le futur. Voilà.